19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Un bombardement sur le camp de Nusayrat dans le centre de Gaza fait 10 morts et plusieurs blessés. 30 960 Palestiniens ont été tués depuis le début du génocide le 7 octobre dernier. L'Organisation des Nations Unies critique la proposition américaine de construire un port d'aide au large de l'enclave palestinienne et affirme que seul un acheminement massif et durable de l'aide par voie terrestre peut contribuer à calmer la catastrophe humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU salue au nom des membres du groupe de A3+, l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan au Soudan. Et puis nouvelle attaque au Nigeria, au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 policiers dans l'état d'Ebonyi, au sud-est du pays, est déjà confronté à des enlèvements de masse depuis plusieurs jours. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, des dizaines de Palestiniens ont été tués ce samedi lors de nouveaux bombardements de l'armée de l'occupation sioniste sur Gaza, à Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne. Ce sont 9 civils qui ont été tués, 5 autres sont morts à Deir el-Balah, alors que le plus grand nombre de victimes a été enregistré dans la ville de Khan Younes, au sud de Gaza. 23 citoyens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs dans la nuit de vendredi dans une série de raids sionistes visant un certain nombre de maisons. Au moins 10 Palestiniens ont également été lâchement assassinés et d'autres blessés lorsque l'aviation sioniste a bombardé une maison à l'ouest du camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. Selon l'agence de presse Wafa, l'armée de l'occupation sioniste a commis 10 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 82 martyrs et 122 blessés. من مع المنشر وين هذاك اللي كان مع المنشر Et depuis le début du génocide sioniste le 7 octobre dernier, le nombre de martyrs est passé à plus de 30 960. Principalement, ce sont des femmes et des enfants qui ont été tués et 72 524 personnes ont été blessées, tandis que des milliers de Palestiniens restent toujours sous les décombres et que les blessés sur les routes où les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. L'armée sioniste a de nouveau bombardé la nuit dernière une zone résidentielle à Rafah, déplaçant ainsi presque 300 familles qui s'y abritaient. Certaines étaient déjà déplacées. Retour sur ce drame avec Amal Amaziane Zitouni. Samedi 9 mars, les habitants de Rafah à Gaza inspectent les décombres d'une tour résidentielle bombardée dans la nuit. Certains sont assis avec leurs affaires au milieu des débris de la tour El Masri où environ 300 familles s'abritaient. Heureusement, les habitants n'étaient pas dans le bâtiment au moment de l'attaque. La panique s'en est prise des réfugiés de la tour déjà meurtris par les bombardements et les déplacements. Cela fait déjà un moment que nous vivons dans la tour et la situation est difficile. Nous avons été surpris la nuit par le concierge qui frappait aux portes de l'appartement, nous disant d'évacuer la tour. Nos enfants et nos femmes sont tombés dans les escaliers. La femme d'un ami qui était enceinte de 9 mois est tombée elle aussi. Il y avait un état de panique et de peur indescriptible. Ils nous ont dit d'évacuer la tour dans une demi-heure. Il est difficile d'évacuer 300 familles en une demi-heure. C'était le chaos. Les gens ont laissé leurs affaires, leur argent par peur. Les gens ont oublié leurs enfants.
Des pans entiers de la bande de Gaza ont été dévastés, en plus des quartiers rasés par les bombardements. La quasi-totalité de la population se retrouve sans abri. Nous sommes venus à Rafah parce qu'ils nous ont dit que c'était un lieu sûr. Et maintenant que le ramadan approche, je ne sais pas comment on est censé vivre, jeûner. Je ne sais pas ce qu'on fera pendant le mois de ramadan. C'est la situation de tous les habitants de Gaza. Regardez-les, tout le monde est déplacé. Selon le dernier bilan des responsables de la santé de la bande de Gaza, le bilan s'approchait des 31 000 Palestiniens tués et 72 524 blessés depuis le 7 octobre. Et puis vous allez le voir à l'écran, les rescapés de la frappe aérienne qui a donc ciblé Rafah sont de retour sur les lieux du drame pour inspecter les décombres. Il n'y a pas d'endroit sûr. Le danger est partout. La peur est partout. Il disait que la ville de Rafah était sûre, mais on peut voir les décombres. Il y en a partout. Vers 1h30 du matin, quelqu'un a frappé à la porte alors que nous dormions et nous a dit d'évacuer. Nous nous sommes levés et sommes partis avec d'autres qui évacuaient également. Lorsque nous sommes arrivés au bout de la rue, des missiles ont touché le bâtiment. Je ne pars pas, j'ai déjà quitté Gaza et je suis venu à Khan Younes, puis à Rafah. Où je dois aller? En Égypte? Où exactement? Rafah est notre dernier refuge à Gaza. À Rafah, toujours, les enfants s'occupent comme ils le peuvent et tentent de rattraper le retard accumulé. En cours, depuis le début de l'agression sioniste, des cours leur sont justement dispensés dans un camp de fortune. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un des enseignants présents sur le camp. Nous sommes venus ici dans le but d'apprendre et de ne pas oublier ce que nous avons déjà étudié. Notre objectif est de restaurer le niveau éducatif précédent et je suis convaincue que nous y parviendrons. Nous avons échappé au bombardement et sommes sortis des décombres. Ici, un professeur vient chaque jour enseigner aux enfants, leur apporter de la joie et trouver un moyen de les divertir. Par conscience professionnelle, nous avons dû prendre la décision de poursuivre le processus éducatif malgré la rareté des ressources. Pourtant, nous savons que le peuple palestinien est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Sa formation continue ainsi que sa créativité et son caractère unique. Bien sûr, il existe de nombreux obstacles dus au bombardement sioniste continu, ainsi qu'au grand nombre d'étudiants cherchant refuge dans des centres de déplacement. Comme vous pouvez le constater, il y a un nombre important d'étudiants. Aussi, les ressources de base et le soutien logistique, notamment les cahiers, les stylos et tous les autres produits de première nécessité, font défaut. De plus, une peur et une terreur extrême s'emparent des étudiants au milieu de la folie de la guerre. Et toujours dans le même dossier, sachez que plusieurs pays, dont la Suède et le Canada, annoncent la reprise des financements à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, plus d'un mois après l'avoir suspendue, comme l'avaient fait d'autres pays également. Cette décision a notamment été prise en raison de la situation humanitaire désastreuse sur le terrain. Et puis l'ONU, de son côté, critique la proposition américaine de construire un port d'aide au large de l'enclave palestinienne. Plus de 5 mois après le début de l'agression sioniste sur Gaza, les Nations unies n'ont cessé de répéter que seul un acheminement massif et durable de l'aide par voie terrestre pouvait contribuer à atténuer la catastrophe humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. On écoute à ce propos le rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation, Michael Fakhri. What gives me hope, a permanent ceasefire,
Maintenant, avec cet autre aspect, cette jetée maritime, quel est le montant de l'aide qu'ils recevront? C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il faut utiliser une jetée maritime. Personne n'a demandé un quai maritime, ni le peuple palestinien, ni la communauté de l'aide humanitaire. Lorsque les pays utilisent les parachutages et les jetées maritimes, c'est généralement, voire toujours, dans des situations où il s'agit d'acheminer de l'aide humanitaire en territoire ennemi. C'est alors que l'on utilise ces méthodes de dernier recours. Pourquoi les États-Unis fournissent-ils des bombes, des munitions et un soutien financier à un gouvernement qui a déclaré son intention d'affamer les civils? Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation dresse un bilan très alarmant et annonce qu'aujourd'hui, l'entité sioniste affame intentionnellement les Palestiniens de Gaza. Chaque habitant de Gaza a faim en ce moment. Un quart de la population est affamée, soit environ 1,5 million de personnes depuis des mois. Nous disons que la famine est imminente, mais je pense qu'il est juste de dire aujourd'hui qu'Israël a intentionnellement affamé les Palestiniens de Gaza. Et cette famine est déjà en train de se produire. Si ce n'est au coin de la rue, combien de personnes doivent encore mourir? Combien de statistiques supplémentaires, combien d'histoires supplémentaires, de combien d'images avons-nous encore besoin? Le Conseil des droits de l'homme n'a rien fait. C'est ce que je leur ai dit hier. J'ai dit, cela se passe sous votre surveillance. De son côté, s'exprimant lors de la réunion d'une fondation scientifique à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a multiplié ses attaques contre l'entité sioniste, qualifiant le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou et son gouvernement de nazis d'aujourd'hui. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi Gazze. Qualifié le Hamas de groupe terroriste, Recep Tayyip Erdogan s'y oppose. Une telle calomnie ne peut être lancée contre ceux qui défendent leur terre et leur honneur. À une époque où presque tout le monde s'empressait de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, nous nous y sommes ouvertement opposés. Nous avons déclaré avec audace au monde entier qu'une telle calomnie ne peut pas être lancée contre les moudjahidines palestiniens qui défendent leur terre, leur honneur et leur propre peuple. Personne ne peut nous obliger à utiliser le terme d'organisation terroriste pour désigner le Hamas. La Turquie est un pays qui parle facilement de tout, ouvertement et clairement avec les dirigeants du Hamas et qui les soutient fermement. Et en soutien au peuple palestinien, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Londres pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza à quelques jours du début du mois sacré du Ramadan. Voilà donc concernant le génocide qui se déroule à Gaza et en signe de représailles mais aussi de soutien au peuple palestinien. Les Houthis ont ciblé le navire américain Propel Fortune dans le golfe d'Aden. Selon le porte-parole des Houthis, ils affirment avoir également ciblé un certain nombre de destroyers de guerre américains en mer Rouge et dans le golfe d'Aden également avec un total de 37 drones. نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية
Les forces navales et aériennes des forces armées yéménites ont mené 2 opérations militaires spécifiques. La première opération a ciblé le navire américain Propel Fortune dans le golfe d'Aden avec un certain nombre de missiles navals appropriés, tandis que la deuxième opération a ciblé un certain nombre de destroyers de guerre américains en mer Rouge et dans le golfe d'Aden avec 37 drones. Et les 2 opérations ont atteint leurs objectifs. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. Les forces armées yéménites persisteront à poursuivre leurs opérations militaires dans les mers Rouges et Arabes jusqu'à ce que l'agression cesse et que le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé. Nous sommes à la veille du début du mois sacré du Ramadan et dans les zones de conflit, on appelle à un cessez-le-feu. L'Union africaine a d'ailleurs appelé à un cessez-le-feu global au Soudan pendant le mois sacré, après un appel similaire lancé par les Nations Unies aux partis en guerre. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré dans un communiqué que le cessez-le-feu dans le pays pourrait contribuer à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile qui en a cruellement besoin. Et dans ce même contexte, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a salué au nom des membres du groupe A3+, composé de l'Algérie, du Mozambique, de la Sierra Leone et du Guyana, l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant donc à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois sacré du Ramadan au Soudan, y voyant une étape importante qui ouvrira la voie à un Soudan pacifique et stable. مجموعتنا تعرب عن خالص تقديرها للمملكة المتحدة. Notre groupe exprime sa sincère reconnaissance au Royaume-Uni pour ses efforts incessants malgré les contraintes de temps durant le processus de négociation. Nous croyons que cette décision va contribuer d'une manière concrète et sans aucun doute à la réalisation du bien-être du peuple soudanais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période très importante dans la voie de la stabilité et la paix au Soudan, car le Conseil a adopté sa décision appelant à un cessez-le-feu durant le mois sacré de Ramadan. Cette décision audacieuse reflète notre engagement commun à promouvoir la paix et la stabilité dans ce pays, durant ce mois sacré qui revêt une si grande importance spirituelle. Amar Benjama espère que les Soudanais et les partis concernés vont mettre à profit cette occasion pour déposer les armes et créer des conditions appropriées au dialogue. نأمل أن السودانيين والأطراف المعنيين سيغتنمون هذه الفرصة Nous souhaitons que les Soudanais et les partis concernés vont mettre à profit cette occasion pour poser les armes et créer les conditions appropriées au dialogue, afin de renforcer l'arrivée des aides humanitaires et l'arrêt de toutes les hostilités, de l'objectif d'appuyer le processus qui aboutira à la paix à l'avenir. Le groupe des pays africains 3+ Guyana salue la décision des autorités soudanaises de faciliter l'arrivée des aides humanitaires à travers plusieurs passages frontaliers. À travers l'ouverture de ces passages, le gouvernement soudanais garantit une bouffée d'oxygène aux régions affectées qui ont besoin de ces aides d'une manière urgente. Le plus urgent, selon Amar Benjama, est de rapprocher les parties régionales pour un dialogue inclusif, et ce pour trouver des solutions soudanaises aux problèmes soudanais. Durant cette période, il faut accorder la priorité à la coordination des efforts régionaux et internationaux, ainsi que d'unifier les initiatives. Cela est important. Le but est de rapprocher les parties régionales pour un dialogue inclusif et ce pour trouver des solutions soudanaises aux problèmes soudanais, sans aucune ingérence étrangère, je me répète, sans aucune ingérence étrangère. L'objectif ultime est d'entamer la voie en faveur d'une paix durable. Nous voulons réitérer notre soutien constant au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel, ainsi que l'Union africaine et l'organisation gouvernementale internationale chargée de développement pour leurs efforts de médiation et leurs efforts salutaires. Et également le travail de toutes ces parties à renforcer le dialogue et la réconciliation et les solutions durables pour le bien-être du peuple soudanais. En final, Monsieur le Président, la Guyane, le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie réitèrent tous leur engagement pour un travail constructif et le travail pour parvenir à un avenir de paix et prospère pour le Soudan.
On reste sur le continent. Le président du Parlement libyen, Aguila Salah, devrait parvenir à un accord sur la formation d'un gouvernement unifié pendant le mois du Ramadan. Dans une interview accordée vendredi à la chaîne de télévision libyenne Al-Mustaqbal, Aguila Salah a averti que l'incapacité à organiser rapidement des élections et à former une autorité unique constitue un danger pour le pays et exacerbera la division institutionnelle dont le pays est témoin depuis plus d'une décennie, estimant que la solution à la crise dans son pays consistait à organiser des élections présidentielles et parlementaires pour unifier le pouvoir. Le peuple libyen demande l'organisation des élections parlementaires et présidentielles. La communauté internationale soutient également cette voie. Nous considérons également que pour résoudre la crise libyenne, il faut qu'il y ait des élections présidentielles et parlementaires pour unifier le pouvoir. Dans ce sens, la Chambre des représentants a opéré l'amendement constitutionnel numéro 13 et formé la commission 6+6 composée de la Chambre des représentants et le Conseil d'État. Cette commission a la prérogative de mettre en œuvre les législations nécessaires pour les élections. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés vendredi par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans les régions du Sahel et du centre-nord et de l'Est. Selon l'agence de presse burkinabé, l'armée a éliminé le même jour plusieurs terroristes lors d'une offensive contre une centaine d'entre eux qui se dirigeaient vers Wamzouya dans la région du centre-nord du pays. Et nous le disions en titre, au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 policiers vendredi par des hommes armés de l'État d'Ebony au nord-est du Nigeria. Selon un communiqué de la police publié ce samedi, les assaillants toujours en fuite sont soupçonnés d'être membres du mouvement des peuples autochtones du Biafra qui milite pour un État séparé pour l'ethnie Igbo avec sa branche armée, le réseau de sécurité de l'Est. Le Nigeria, une fois de plus confronté à un enlèvement massif d'élèves au nord du pays, le président Bola Ahmed Tinubu a mobilisé vendredi les forces de sécurité pour tenter de retrouver plus de 250 élèves kidnappés la veille par des hommes armés lors d'une attaque contre une école dans l'état du Kaduna. Il s'agit de l'un des plus importants enlèvements de masse en 3 ans dans ce pays. Les habitants du village en question, sous le choc, implorent les autorités à l'aide. Mes enfants ont également été enlevés. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent dans le repère de leurs ravisseurs. Nous implorons le gouvernement de nous aider. Nous n'avons aucune sécurité dans cette communauté, aucun poste de police, aucune présence militaire et aucun groupe de vigilance locale. Nous sommes responsables de notre propre sécurité. Alors quand ils le veulent, ils envahissent la communauté et font ce qu'ils veulent. Après notre enlèvement et sur notre chemin dans la brousse, j'ai vu un sentier caché et je me suis caché. Et je suis resté là et j'ai dormi parce que j'étais fatigué. Après plus d'1 heure, je me suis réveillé et j'ai regardé autour de moi. Mais il n'y avait personne, alors j'ai commencé à marcher et je me suis retrouvé dans un petit village. J'y ai dormi jusqu'à ce matin. Depuis le début de ce problème de banditisme, nous passons des nuits blanches. Nous ne pouvons pas nous rendre sur les marchés voisins ni dans notre ferme qui est loin du village, même dans les fermes proches de la communauté. Les bandits nous empêchent d'y aller. Il est très difficile de se procurer de la nourriture, sans même parler de la vente. Cette année est la pire jusqu'à présent et nous avons peur, nous ne savons pas quoi faire. Au Sénégal, après plusieurs semaines de doutes et de questionnements, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 mars a été lancée ce samedi. Une campagne en 12 jours au lieu de 21, comme le dit le code électoral sénégalais. 19 candidats sont en lice, mais tous ne démarrent pas en trombe. Cette campagne va aussi coïncider avec le début du mois du Ramadan, ce qui va certainement chambouler les programmes des candidats. Et puis en Haïti, la vague de violence se poursuit. Prison prise d'assaut, aéroport international assiégé. Le Premier ministre Ariel Henry bloqué à Puerto Rico. La tendance à la décomposition de l'État haïtien et la vague de violence qui touche le pays continue et inquiète les Haïtiens.
Je n'étais pas emprisonné, j'ai été kidnappé. Le gouvernement criminel dirigé par Ariel Henry m'a kidnappé. Le Dieu m'a sauvé de justesse. Pendant mon enlèvement, il était normal que les gens ici me soutiennent. Tout le monde savait que mon arrestation n'était pas légale. Aujourd'hui, je demande à tout le monde de vivre ensemble. J'habitais avec mes enfants au quartier Carrefour-Feuille. Mon mari est décédé. Il m'a laissé une maison pour vivre avec mes enfants. Les gangs m'ont forcé à quitter mon domicile. Je suis devenue nomade avec mes 3 enfants sous ma responsabilité et ils sont orphelins de père. Je suis partout dans les rues. Nous sommes arrivés ici mais nous ne pouvons pas rester car il n'y a pas d'eau, pas de toilettes. Si nous obtenons de l'eau, ce n'est pas suffisant. J'en ai besoin pour doucher mes enfants. Il n'y a pas d'eau potable. Nous sommes dans la misère. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.